Madame, Monsieur, merci de nous choisir pour ce programme spécial, un forum spécial consacré au coronavirus. Les chiffres sont hallucinants, la situation décapante, 300 000 cas d'infection recensés dans le monde à ce jour, parmi lesquels 12 895 décès détectés dans 169 pays et territoires. Le coronavirus, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable finalement d'enrichir en un jour l'acquérant, comme dirait La Fontaine. Covid-19, état des lieux, les gestes qui sauvent, le vrai et l'ivraie, dans le déluge d'informations de toute nature concernant la pandémie. Programme spécial donc ce dimanche en deux phases. La première partie, la pandémie sous le prisme de la médecine conventionnelle. Nous avons 4 praticiens pour démarrer, je vous les présente. D'abord, docteur Oni Dianipo. Docteur Dianipo, bonjour. Bonjour. Docteur Dianipo, vous êtes médecin spécialiste en imagerie médicale et secrétaire général de l'Ordre national des médecins du Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. À vos côtés, nous avons le professeur Mireille Prince-David. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes bactériovirologue, enseignante-chercheur à l'Université de Lomé. Merci d'être avec nous pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Merci à vous. À ma droite, docteur Sonia Kanekatwa Agbolono Messi. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles. Docteur Kanekatwa est psychiatre au CHU Campus. Et notre 4e invité, docteur Mohamed Sissé Alassani. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Gilles. Vous êtes gynéco-obstétricien, mais surtout président de l'Association des médecins du Togo. Une association qui se mobilise dans le cadre de cette pandémie de coronavirus. Absolument, absolument. En tant qu'association de médecins, nous sommes les premiers responsables de la santé et on doit agir en conséquence. On aura l'occasion donc de reparler de votre association. Mais si vous voulez bien, on va commencer par connaître l'agent pathogène, le Covid-19. Finalement, un vieux virus, il paraît qu'il existe, il est aussi vieux que le temps, professeur David. Pas du tout. C'est un nouveau virus. En fait, il appartient à une vieille famille qu'on appelle la famille des coronavirus. Coronavirus, pourquoi ? Du fait de leur structure, lorsqu'on les observe au microscope électronique, on voit que tout autour de ce virus, il y a des aspérités en couronne, on dit en couronne solaire, et qui donne ce nom-là. Dans cette grande famille, il y a de nombreuses espèces que l'on retrouve chez les animaux comme chez les humains, mais les espèces que l'on connaissait jusqu'en 2002 chez l'humain n'étaient pas méchantes, n'avaient pas une forte virulence, étaient responsables de petites choses comme les rhumes. C'est en 2002 qu'on a une première alerte avec l'apparition d'un nouveau coronavirus qu'on a appelé le SRAS coronavirus, responsable d'une maladie qui apparaissait nouvelle. C'était un syndrome respiratoire aigu sévère pour lesquels les malades avaient besoin d'une assistance respiratoire s'ils pouvaient s'en sortir. Puis tout s'est calmé. Ce premier nouveau coronavirus méchant était apparu en Chine du Sud. Puis ça s'est calmé et voilà qu'en fin novembre 2019, apparaît des cas mortels et très vite, on a pensé, comme c'était le même pays, au premier coronavirus SARS, on l'a appelé donc le coronavirus SARS numéro 2 et très vite on l'a appelé le Covid-19 pour coronavirus disease découvert en 2009. Il s'agit bien d'un nouveau virus, oui. Un nouveau virus, une vieille famille, mais qu'est-ce qui a donné naissance à ce nouveau virus? Certains parlent de mutation. Est-ce qu'il s'agit de mutation? Est-ce qu'il s'agit d'un autre phénomène? Alors, très vite, les virologistes se sont échangés
des idées et ont naturellement cherché chez l'hôte qui avait été incriminé, l'espèce animale qui avait été incriminée pour le premier SARS de 2002, on a cherché chez les chauves-souris si on retrouvait ce virus. Les chauves-souris qu'on peut voir à l'écran, donc avec le réalisateur. Et on a retrouvé chez cette espèce de chauve-souris un coronavirus très très proche du Covid-19 avec une analogie de 98%. Et donc, pour nous, voilà quelle en était l'origine. On a cherché chez d'autres espèces animales et quelques mois plus tard, on se rend compte que chez un animal qu'on appelle le pangolin, on retrouve un nouveau coronavirus encore plus proche du Covid avec une analogie de plus de 99%. Et on s'est dit, est-ce que ce virus vient du pangolin ou est-ce qu'il vient de la chauve-souris? Et très vite, on s'est aperçu que c'était plus complexe parce que le Covid qui venait des chauves-souris n'arrive pas à rentrer correctement in vitro dans des cellules humaines alors que le virus qui vient du pangolin arrive. Et on a commencé à séquencer parce que maintenant avec des sondes, on peut facilement séquencer et on s'est rendu compte que le virus Covid-2 est en fait une chimère, un mariage entre le virus de la chauve-souris et le virus du pangolin. Pour qu'il y ait ce mariage, deux questions restent encore en plein. Où s'est passé ce mariage? Dans quelle espèce ça s'est passé? Est-ce chez la chauve-souris? Est-ce chez le pangolin? Est-ce dans une autre espèce humaine? Il faut savoir que les coronavirus, dans une autre espèce vivante, il faut savoir que les coronavirus qui sont chez les animaux ne donnent pas de maladie parce que on dit que cet animal est le réservoir de virus parce que il tolère ce virus sans être malade. Son système de défense lui permet de freiner la multiplication du virus dans son corps et donc de ne pas provoquer la maladie. Et donc on sait maintenant que c'est le passage de cette espèce chimère à l'homme, probablement par un autre intermédiaire qu'on n'a pas encore trouvé, qui a provoqué... Oui, justement, cet intermédiaire nous intéresse. Est-ce qu'il s'agit de manipulation de laboratoire ou un phénomène naturel? Alors, il n'est pas possible de fabriquer des virus en laboratoire comme on fabrique les virus des ordinateurs. C'est simplement une analogie. Un virus, c'est quelque chose c'est pas un être vivant, mais ça ne peut se développer que dans une cellule vivante d'un être vivant. Et donc, il n'est pas possible de le fabriquer. Par contre, lorsqu'un virus quitte son environnement normal, son réservoir normal, pour passer chez l'homme, c'est catastrophe parce que l'homme est vierge à ce moment-là. Il n'y avait pas d'immunité et donc, forcément, les premiers cas vont être très, 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 très graves. Oui, mais comment se fait-il que les virus qui étaient propres aux animaux à un moment donné arrivent à passer le cap humain? Probablement par des erreurs, les écologistes nous diront par des erreurs de l'écologie, par des manipulations, notamment utiliser ces animaux qui étaient dans leur environnement, les amener sur les marchés. Vous savez que les premiers cas se sont passés sur un marché bien particulier, le marché de Wuhan. Et sur ce marché, on a retrouvé beaucoup des virus apparentés chez le pangolin. Oui, on en parlait aussi de la consommation de ces animaux. Probablement lors de la coupe, de la transformation, pas de la cuisine, mais on sait que, en tout cas pour ce qui concerne le pangolin, les écorces, c'est ça, les écailles du pangolin sont utilisées en médecine traditionnelle chinoise et probablement on les arrache directement. Tout ça, on est en train d'être étudié. C'est un nouveau virus, mais on connaît ça dans d'autres familles de virus. Les recombinants, s'ils passent à l'homme, c'est parce qu'il y a eu un être intermédiaire et qu'il y a eu des manipulations, des trafics, des altérations de l'environnement. Comme ça, c'est vu par exemple pour le HIV, où on a vu qu'on a ramené des singes plus que la normale.
en ville. Bon, je ne sais pas si vos collègues ont quelque chose à ajouter parce qu'il y a d'autres questions spécifiques pour eux. Peut-être le temps de finir avec vous. Quelles sont les caractéristiques de ce Covid-19 qui finalement a migré vers l'homme? D'abord, il faut savoir que pratiquement chez 80% des personnes qui sont atteintes, il n'y a pas de signe de la maladie. Deuxième chose, chez les enfants le supportent bien, comme si le système de défense des enfants, qui est en pleine formation, les protège, en tout cas leur permet de mieux lutter contre cette infection. Troisièmement, même les personnes qui n'ont pas de signes sont contaminantes. Et elles, si on n'a pas de signes, si on contamine quelqu'un, on peut déclencher chez cette personne la maladie. C'est ça la difficulté et la différence avec le virus Ebola. Le virus Ebola était très contagieux, mais on savait comment on se contaminait par les substances, les selles, le sang des personnes qui avaient des manifestations. Là, on a un virus qui est dans la gorge, dans le nez, et qui va être émis par les gouttelettes que nous sortons lorsque nous parlons. Nous sortons des gouttelettes dans lesquelles il y a quelques cellules de notre gorge, et ces gouttelettes peuvent être émises à 1 mètre, à 2 mètres. Mais le virus, lorsqu'il arrive, il atteint déjà 1 mètre, il est inactivé dans la nature. Mais et comment peut-on savoir qu'on est malade du Covid-19? Ben, on ne peut pas toujours... Quand on est porteur, on ne peut pas le savoir. Quand on est malade, on a des signes. Je pense que les cliniciens vont nous donner les signes. Il y a des signes de la maladie qui sont des signes essentiellement des voies aériennes supérieures. Et le signe le plus grave, c'est l'atteinte respiratoire avec un syndrome respiratoire aigu sévère pour lesquels on a besoin d'une assistance respiratoire pour pouvoir s'en sortir. Oui. Docteur Oni, vous avez l'habitude, en tout cas, au niveau des images, vous remarquez, comment on va dire ça, les symptômes du coronavirus sont visibles seulement au niveau des poumons pour vous, ou il y a d'autres parties du corps qui sont touchées par le virus? Merci. En fait, la partie qui est la plus touchée par ce virus, c'est le système respiratoire. Et en plus des signes cliniques qui viennent d'être cités, nous nous focalisons sur les images de l'appareil respiratoire. Ces images sont plus spécifiques quand on fait le scanner, mais quand le scanner n'est pas disponible, on peut avoir recours à la radiographie du thorax. Et c'est sur l'exploration de ces images qu'on retrouve les signes qui peuvent nous dire qu'un malade a le Covid-19. Et sur une image de radiographie, quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui vous permet de dire que ce malade... En termes scientifiques, nous parlons d'un syndrome interstitiel. Et ce syndrome interstitiel est la plupart du temps bilatéral, ça se trouve tant à droite qu'à gauche, et plus au niveau des régions postérieures et basales. C'est à la vue de ces images qu'on se dit que la personne a sûrement le Covid-19. Et le test qui permet aujourd'hui de prouver, de confirmer un cas de Covid-19, c'est un test biologique. Il s'agit de retrouver, après un prélèvement nasal, où on va prélever les cellules du nez, ou un prélèvement pharyngé, mais en général on dit le prélèvement naval, on va rechercher dans les cellules, dans ce prélèvement, le génome du Covid-19. Donc c'est par une technique, la technique qui est agréée, qui est reconnue maintenant, qu'on appelle une technique PCR, Polymerase Chain Reaction, et on va trouver le génome. Donc c'est vraiment, lorsque ce test est positif, c'est vraiment sûr à 100% que vous êtes porteur de ce virus. Et le premier cas pour ce virus a été confirmé au Togo début mars par le gouvernement au cours d'une conférence de presse. Je propose un retour sur cet événement, la suite de notre discussion dans un instant. Il s'agit d'une ressortissante togolaise qui est rentrée au pays par la frontière entre le Togo et le Bénin après un séjour de 10 jours successivement au Bénin, en Allemagne, en France, puis en Turquie. Une dame reçue en consultation présentait des signes évoquant une grippe au coronavirus, à savoir
une fièvre, un mal de gorge et des maux de tête. Les prélèvements effectués et analysés au laboratoire national de référence le 5 mars 2020 ont révélé un résultat positif au coronavirus. Ce cas index est celui d'une patiente de 42 ans résidant à Lomé avec sa famille. Rapidement, la victime de l'épidémie dont l'identité n'a pas été révélée à la presse est placée en isolement médical pour une prise en charge adéquate. La patiente est actuellement mise en isolement au centre de traitement des maladies infectieuses pour une prise en charge adéquate. À ce jour, son état de santé ne suscite aucune inquiétude majeure. Pour éviter la psychose au sein de la population, le gouvernement togolais tente de rassurer. Le gouvernement invite la population à ne pas céder à la panique et à respecter strictement les mesures de prévention recommandées. La population est appelée à adopter des gestes simples pour préserver sa santé, à savoir se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique ou porter un masque quand on est malade. Retour au plateau, donc après cet élément, je vais m'adresser maintenant à Dr Sonia Kanekato Agolo Noamessi, parce que l'élément nous a parlé des cas de psychose au sein de la population, c'est une grande peur. Docteur, pourquoi cette maladie fait tant peur à la population? Merci pour l'opportunité que vous nous offrez, Monsieur Boko. Le terme commun dit psychose, on va plutôt parler vraiment de peur, de panique. Cette maladie fait peur. Vous avez annoncé dès l'antenne, déjà le thème, vous dites attention, danger. Déjà le thème, on remarque qu'il y a un danger qui est là. D'autre part aussi, même quand on entend les chiffres qui sont donnés sur les médias, au niveau des informations, on se rend compte qu'il y a quand même des morts. Et donc, quand il y a mort, maladie, il y a peur. Est-ce que ce n'est pas une peur exagérée à travers les explications que nous recevons? Est-ce que le coronavirus est si mortel pour provoquer une telle psychose? Une peur exagérée. La peur est une réaction normale. Tout d'abord, c'est normal d'avoir peur. Quand on est dans une situation stressante, l'organisme réagit automatiquement et il met en place des mécanismes pour gérer la situation. Donc la peur, elle est normale. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Cependant, nous sommes là, comme vous nous offrez l'opportunité, de pouvoir donner les informations aux populations. Le professeur l'a dit, vous aussi, il y a des cas de décès, mais il y a des cas aussi de guérison. Il y a des cas qui ne se compliquent pas. Donc, il va falloir maintenant apprendre à la population de pouvoir gérer cette peur. Et je pense que nous sommes là aussi pour ça, pour pouvoir accompagner la population, accompagner les médecins, tout le personnel soignant, tous les hospitalisés qui ont des nouvelles régulières de ce virus, des nouvelles très souvent alarmantes, à pouvoir gérer cette peur-là. Alors, docteur Oni Djaniko, quelle est, moi je vais dire, la dangerosité de ce virus? Est-ce que vous avez des pourcentages? Quand on attrape la maladie, est-ce qu'on en meurt forcément? On n'en meurt pas forcément. Tout dépend de l'état de la personne avant d'avoir le virus. Tout dépend du niveau de maladie qui a été fait, mais tout dépend aussi de la réponse qui a été donnée. Nous avons des taux de décès, certes, mais c'est des taux quand même infimes. Oui, de l'ordre de 5, 10, 20%? Non, ou vous ne pouvez pas quantifier? Au niveau mondial et dans presque tous les pays, le taux de décès n'excède pas 2% pour toutes les atteintes, qu'on ait fait la maladie ou qu'on ait juste été un sujet porteur.
Mais peut-être pour ajouter, et sur 100 personnes atteintes de ce virus, il ne faut pas oublier de le dire, 90 en guérissent. Donc, raison encore pour appuyer que ce n'est pas nécessaire de se donner à cette psychose, à cette peur généralisée, mais plutôt d'utiliser les mesures de prévention qui sont préconisées. C'est vrai que les personnes âgées, enfin, après 50 ans, meurent. Et donc, ça impressionne effectivement les enfants. Et on voit dans les pays où les parents sont loin les uns des autres, ces parents ne sont même pas assistés par leurs enfants lors du passage. Et c'est ça qui augmente la peur. Oui, mais moi je parlais de peur exagérée tantôt, il me semble que c'est le cas. Pour une maladie qui fait mourir une personne sur 10, bon, je ne veux pas être méchant, mais on peut dire que le palu est plus dangereux que le coronavirus finalement. Mais justement, je venais de dire tout à l'heure, c'est cette, je vais dire, surexposition aussi aux informations et aux informations vraiment alarmistes qui font aussi que les gens ont peur. On remarque aujourd'hui... Des médias ou des praticiens à la fin, vous trouverez votre réponse. On remarque aujourd'hui qu'il y a des gens qui, du matin au soir, sont sur leur téléphone, au niveau des groupes sociaux, des réseaux sociaux, sont sur Internet. Et sans le savoir, ils sont en train de se rendre vulnérables. Ils sont là, ils emmagasinent des informations stressantes et donc l'organisme aussi se met alors dans une disposition de stress. Donc c'est pour dire que quelque part, la population aussi doit pouvoir se mettre, je vais dire, un peu en retrait de tout, avoir des sources d'informations fiables et continuer de vivre dans la mesure des restrictions qui ont été posées. Oui, on en reviendra pour voir. Il y a quelques petites astuces qu'on peut avoir pour pouvoir continuer un temps soit peu à avoir une certaine qualité de vie. Mais la question qu'on se pose aussi, c'est pourquoi il se répand si vite le Covid-19 ? Parce que c'est un nouveau virus et que la population n'est pas immunisée contre ça. Le virus quand il quitte son réservoir, il va aller chez un récepteur. Les populations ne sont pas immunisées. C'est quelque chose de nouveau qui arrive dans une population qui n'a pas eu les anticorps ou les cellules qui connaissaient ça. Lorsque vous êtes attaqué alors que vous n'attendiez pas, voilà c'est comme ça que j'explique souvent les virus aux jeunes. C'est quelqu'un qui rentre chez vous, vous croyez que c'était un ami, il casse tout. Mais la prochaine fois, quand il va venir, vous saurez que lui, ce n'est pas un ami. On risque même de le refouler déjà dès l'entrée. Même bien loin. Combien de temps faudra-t-il pour lui-même, maintenant qu'il ne connaissait pas le coronavirus, pour mettre à jour son système immunitaire par rapport à cette hypothèse? Alors ça, c'est les questions qui restent encore posées. On a vu qu'en Chine, probablement, lorsqu'on remonte et qu'on regarde bien la génétique même du virus et qu'on regarde les populations, l'histoire a dû commencer fin novembre, avant que le monde ne le sache, fin décembre. Mais on voit maintenant, on est en mars-avril, qu'il n'y a plus de nouveaux cas. Donc c'est là qu'on apprend des choses. Bien sûr, la susceptibilité individuelle, est-ce que la susceptibilité individuelle est la même pour les Chinois et pour les Africains? On sait qu'en tout cas, il faut un certain temps. On sait que l'épidémie, c'est ce qui se passe actuellement en Italie, est en train de monter en flèche, mais très rapidement, dès qu'ils auront mis vraiment toutes les mesures en place dans le confinement, on va voir cette courbe qui va diminuer. Donc il faut compter quand même 2 mois. 2 mois et demi. Pour les Chinois, on a compté, pour la Chine et Wuhan, c'est depuis novembre. Ça s'est calmé en fin février, ça fait 3 mois. Hein. Et la question qu'on se pose, c'est comment se fait-il que les pays occidentaux n'ont pas tiré leçon de comment la Chine a pu sortir de cette affaire? Parce que quand on voit la multiplication de cas en Italie, en Espagne, en Suisse,
on se dit que quelque chose ne va pas. Il y a eu un très bon article dont je vous donnerai les références. C'est qu'au début, on a pensé que c'était un virus chinois. Comme ça, c'était pour le SRAS. Le SRAS s'est limité en Chine. Ouais, le syndrome respiratoire aigu. Et le premier de 2002. Après, il y a eu un autre coronavirus qui est arrivé au Moyen-Orient, qui s'est limité en Arabie Saoudite. Et donc, selon les chiffres que les Chinois avaient donnés, ils ont dit 41 cas sur le marché de Wuhan. C'était quelque chose de circonscrit. Et dès qu'on a fermé Wuhan, on a dit c'est fini. Et on ne pensait pas que ça allait partir. On a oublié que maintenant il y a les avions. Et on n'a même pas oublié, on pensait que c'était circonscrit. Et puis dès qu'on a vu qu'il y a eu des cas au Japon et des cas en Thaïlande, les épidémiologistes ont remonté et ont pu dire que quand on nous disait 41 cas, en fait ça devait être probablement 1000 cas. Et donc c'est parti comme ça, sans qu'on ait pu circonscrire la chose. Les Européens n'ont pas voulu, il y a des conséquences économiques. Les Européens n'ont pas, je disais à un de mes cours que à Wuhan, lorsqu'on a dit on a confiné les gens, vous avez vu que la ville a été encerclée, les gens sont restés chez eux parce qu'ils ont une certaine culture de la discipline. Et je disais à des collègues d'Europe, Wuhan c'est 11 millions d'habitants, c'est plus que Paris. On les a confinés. Si aujourd'hui, on disait ça il y a un mois, on vous dit qu'on vous enferme dans Paris, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir. Et dès qu'on a dit confinement à Paris, en France, vous avez vu les gens sur les plages, vous avez vu les gens, et en Italie, ça a été la même chose. Maintenant, je voudrais qu'on aborde l'aspect traitement. Est-ce qu'il existe, du point de vue curatif, une solution au coronavirus? Tu peux répondre, Tony Paul. Sur le plan curatif, on n'a pas un traitement adéquat spécifique au virus Covid-19. Mais par contre, on prend en charge tout ce qui est symptômes, signes qui se manifestent et on essaye d'apporter ce traitement aux différents malades que nous avons. À tâtons, ce n'est pas à tâtons. En fait, on a le traitement pour les signes. Donc, à chaque signe, il y a son traitement qui permet de maintenir une certaine qualité de vie, comme l'a dit le docteur Kanekato. Mais il n'y a pas le traitement spécifique qui, donné aujourd'hui, permet d'arrêter de manière définitive le Covid-19 chez un patient. Il faut le dire, tous les virus n'ont pas de traitement spécifique. Pratiquement. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que devant un cas de Covid-19, il y a une prescription médicale spécifique, un protocole unique, spécifique. Il y a un protocole pour soigner les signes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit syndrome, c'est ensemble de signes respiratoires aigus sévères. Il y a des expérimentations qui sont faites sur des petits groupes de malades, mais des groupes qui n'excèdent pas 20. Et notamment, nous devons parler de l'expérimentation faite sur la chloroquine. Elle n'est pas encore validée par l'OMS. Nous avons un référent qui est l'OMS. Ces expérimentations sont faites, elles ne sont pas encore validées. Parce que dans une expérimentation, malheureusement, il faut le temps. Parce que peut-être que le hasard peut avoir fait des choses. Néanmoins, les malades très gravement atteints servent pour l'expérimentation, puisqu'il n'y a pas autre chose. Mais à l'heure actuelle, vraiment, on peut dire qu'il n'y a pas de traitement spécifique. Alors, que faire devant un cas suspect de coronavirus? Je pose la question à la psychiatre. Si on constate qu'on développe les symptômes qui ont été déjà diffusés, si on se reconnaît dans ce cas-là, psychologiquement, comment il faut prendre la situation? On se reconnaît dans un cas, c'est-à-dire on commence par tousser, on a la fièvre, c'est-à-dire on commence à avoir des sueurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord pouvoir... Ou un de ces signes? C'est combiné. Parce qu'un seul, tout à l'heure, je peux me mettre à tousser. Juste parce qu'il y a un allergène là, juste dans l'air, et puis je vais me mettre à tousser. Là, c'est un seul signe.
D'accord. Même si je vais commencer déjà par me fier de vous. Je prendrai mes précautions pour tousser dans le coude. Tout d'abord. Donc la première des choses, c'est de pouvoir, je vais dire, s'asseoir tout d'abord. S'asseoir tout d'abord et de se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être parce que j'ai eu un allergène. Mais si, dès que je tousse, je commence à paniquer, la réaction de mon organisme en alerte, parce qu'il y a des phases, en alerte peut m'amener même à avoir de la fièvre. Et j'aurai l'impression que j'ai réellement de la fièvre. En même temps, ça fait un signe de plus. Cette angoisse-là va monter, peut-être je vais commencer par avoir des douleurs. Et on en va en cascade, de cascade en cascade. Donc, c'est important de pouvoir se poser d'abord et de voir est-ce que j'ai réellement les signes qui sont répétés tout le temps, qui sont répétés dans les sensibilisations. Et alors, psychologiquement, quel est le meilleur comportement? Est-ce qu'il faut ignorer cette histoire-là de Covid-19 et se dire, Ignorer, non. On est dans une réalité. Et on est contagieux. Ouais, on est dans une réalité et il y a des risques de contagion qui sont là. Ignorer, non. C'est de prendre d'abord, de respecter tout d'abord les mesures. Les mesures, les règles. C'est primordial parce que là, psychologiquement, on se dit quand même, on a fait ce qu'il fallait faire pour ne pas être contaminé ou pour ne pas contaminer les autres. Donc ça, déjà, c'est important psychologiquement pour soi-même. Et autre élément également, c'est de pouvoir aller vers, quand on ne se sent pas vraiment dans un état clinique stable, sain, aller vers une structure pour pouvoir, une consultation rapide. C'est ça, aller se faire consulter. Mais déjà là, le temps de vous poser les bonnes questions pourront permettre à ce que vous puissiez faire la part des choses entre la réaction d'alerte liée à un stress ou vraiment les symptômes du coronavirus. Et là, vous pouvez demander de l'aide dans une structure de soins. Dans quelle structure précisément? Où faut-il aller quand on se sent suspect? Le gouvernement a donné des directives. Ça. Le 111, hein? Il faut appeler le 111. Il y a 2 autres numéros que vous allez pouvoir mettre. Je ne les ai pas retenus par cœur, mais on pourra les mettre à la fin de l'émission. Le 111 déjà, ça... Vous appelez le 111 et maintenant, depuis vendredi, il y a un centre qui a été identifié, qui est l'hôpital de Lomé Commune, appelé hôpital chinois, vers lequel vous n'allez pas, hein, mais vous appelez le 111 et le 111 va vous dire où il faut aller. Parce que dans chaque district, pour ce qui concerne Lomé, dans chaque district sanitaire, il y a une équipe qui est là pour soit venir vous faire les prélèvements à domicile, soit vous indiquer exactement où vous devez vous déplacer. Mais nous avons préconisé qu'il valait mieux ne pas trop se déplacer, parce que se déplacer, c'est être... Comme on est contaminant, c'est faire encourir aux autres le risque d'être contaminé. Donc, en général, l'équipe de district vous demande de vous confiner quelque part, soit à votre domicile, soit dans une structure qu'ils vont vous indiquer, et eux viendront faire le prélèvement pour l'envoyer au Centre national de référence. Donc, quand il y a des suspicions, on ne doit pas aller dans n'importe quel centre de santé, c'est ce que ça veut dire à la fin. C'est presque ce que ça veut dire à la fin. On voudrait limiter les mouvements, parce que d'aller d'un centre à un autre, ça éparpille le virus dans le pays. Et on a identifié aussi, c'est pour ça qu'il faut appeler le district, pour les villes de l'intérieur, on a aussi identifié vers quel centre vous devez vous orienter pour pouvoir bénéficier du prélèvement. Ouais, Docteur Mohamed Alassane, on va vous laisser partir tout à l'heure, mais dites-nous, est-ce que vous êtes préparé pour faire face à cette situation? Vous, je parle de vous, il s'agit des praticiens de la santé, des médecins et tous ceux qui les accompagnent. Ok, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, en tant qu'association de médecins, et dans le système de santé, nous sommes les premiers responsables de la santé. Et devant cette situation, on ne pouvait pas rester sans agir. Et c'est pour cela que nous avons créé au niveau de l'association une cellule, une commission de gestion
de ce coronavirus, une commission qui va proposer non seulement des mesures adaptées à nos réalités et également accompagner le gouvernement dans sa politique de riposte. Donc au niveau de l'association, il y a une commission actuellement qui travaille d'arrache-pied. Je voulais dire que c'est grâce à cette association qu'on a pu réunir rapidement trois médecins. Absolument, pour apporter des réponses justes à la population, pour rassurer, surtout parce que c'est pour ça que nous avons tenu à ce qu'il y ait un psychiatre qui va nous aider la population à garder le calme tout en respectant les mesures prescrites par le gouvernement. Oui. Bon, maintenant, c'est votre association. Et en ce qui concerne les autres, le personnel, les soignants sur l'étendue du territoire du Togo, votre pays, est-ce qu'ils sont informés, est-ce qu'ils sont formés, est-ce qu'ils ont le matériel adéquat, le plateau pour faire face à la situation? Parce qu'on entend beaucoup de gémissements, beaucoup de cris. Oui, c'est pour cela que je vous dis, nous en tant qu'association, c'est de pouvoir adapter les mesures à nos réalités. Et au niveau de l'association, il y a plusieurs sections. Il y a des sections régionales. Donc tout ce qui se passe au niveau central est transmis au niveau régional pour accompagner surtout le personnel de santé qui, s'il est contaminé, devient vraiment difficile à gérer parce qu'au contact des malades. Le docteur Prince David, est-ce que les médecins togolais ont de quoi faire face à cette maladie? Alors, le gouvernement et, comme il disait, l'association organisée, le ministère de la Santé aussi organisé, nous avons écrit un plan que nous partageons, qui est prêt, qui est évalué et que nous partageons avec les partenaires. Ce plan maintenant doit passer à l'opérationnel. La première des choses, la première urgence, c'est de protéger le personnel médical et paramédical. Si l'équipe médicale est défaillante ou est malade, qu'allons-nous faire? Donc actuellement, c'est vrai, comme dans le monde entier, nous sommes en pénurie d'équipements de protection. D'accord? Comme dans le monde entier. Puisqu'on n'avait pas vu cette chose venir. Et que, comme disait Bill Gates il y a quelques années, il faut toujours se préparer longtemps à l'avance à une éventuelle guerre. Néanmoins, dans le comité que nous formons aujourd'hui, nous savons que la semaine prochaine vont arriver par l'OMS suffisamment de réactifs pour augmenter la capacité de diagnostic. Et dans une dizaine de jours, vont arriver aussi les masques, les surblouses. On n'aura pas... Il y a un problème... Vous avez parlé d'une dizaine de jours, mais quand on voit l'augmentation des cas sur place ici, une dizaine de jours, est-ce que... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Avez-vous un stock déjà sur place pour gérer? Alors, le stock qu'il y a n'est pas suffisant pour... si l'épidémie continue de flasher comme elle a flashé ces jours-ci, parce que je vous donnerai les chiffres le jour que l'on a et les chiffres d'aujourd'hui. Néanmoins, nous gérons le minimum qu'il y a. Il y a un mois déjà, la CAMEG avait commencé à négocier avec... Nous ne fabriquons pas les masques. La CAMEG, c'est le centre d'achat des médicaments. La centrale d'achat des médicaments. Et pour commander les masques. Mais personne ne veut... En France, maintenant, vous ne pouvez plus acquérir des masques de France. Tous les masques sont réquisitionnés pour le personnel de santé. Et vous avez vu la polémique qu'il y a entre le personnel de sécurité et le personnel de santé. Et donc, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que maintenant que la Chine a réglé son problème, les usines de Chine se remettent à fabriquer. Voilà pourquoi il y a le délai. Ce n'est pas parce que... et vous avez vu en France aussi qu'il y a des privés qui donnent. Nous faisons le marketing social pour que si des gens ont dans des endroits un peu de masques, qu'ils les donnent. Mais ces masques sont vraiment réservés. Maintenant, nous avons discuté aussi dans notre cellule puisque le gouvernement a demandé que les femmes au marché portent des masques. Et donc, nous avons pensé que dans la période actuelle, on pourrait leur demander, comme on tousse
en mettant dans le coin, on se dit que si les dames se protègent par un masque de tissu, est-ce que ce serait bon? Il y a deux groupes. Le groupe de nos collègues qui disent que non, il faut les masques chirurgicaux minimum. Le masque chirurgical vous empêche de contaminer les autres. Il y a le deuxième groupe dont le professeur Jean-Marie Girard, qui est infectiologue et qui est le directeur de l'Institut Pasteur de Paris, et le professeur Éric Delaporte, qui est infectiologue, qui connaît l'Afrique. Ces gens-là disent que si on n'a rien, il faut trouver quelque chose. Mais si nous devons, c'est une fausse bonne nouvelle, si nous devons utiliser ces masques en tissu, des masques artisanaux, alors il faudra en faire l'usage unique, ou en tout cas les traiter aussi par des produits qui neutralisent le virus. Docteur Djanigo, oui, c'est dit, je voudrais aller dans le même sens que le professeur, et en rappelant encore ce que j'ai dit tout à l'heure, l'adaptation des mesures à nos réalités. Parce que quand on dit les masques à usage unique, aujourd'hui les prix ont flambé, excessivement. Et il y a un autre problème à régler aussi. S'il faut aller à Lomé, on peut te dire que les gens ont un peu de moyens pour s'en acheter, mais quand vous allez dans les villages un peu reculés, nous sommes obligés, et à notre niveau de l'association, nous avons créé une commission, une cellule, de réfléchir à l'adaptation des mesures de protection et à nos réalités, surtout dans les petits coins du pays. Et pour conclure cette première partie, vous, en tant que médecin, est-ce que vous travaillez dans la sérénité ou franchement, docteur Djanigo, vous avez la peur au ventre parfois quand vous quittez la maison? On est obligé de travailler dans la sérénité, parce que sans ça, nous ne pouvons pas nous occuper. L'obligation dans la sérénité. Nous ne pouvons pas nous occuper des malades, nous ne pouvons pas nous occuper de nous ne pouvons pas nous occuper de la riposte, autant nationale, centrale que sur le plan décentralisé. Nous savons que les mesures barrières d'hygiène protègent. Nous savons que les personnes peuvent avoir le virus et en guérir. Nous devons aussi avoir une approche pour ceux qui sont malades. Donc tout ça là, nous sommes obligés d'y réfléchir en même temps, de voir le pour et le contre, et de proposer la meilleure manière de venir en réponse à ce à quoi nous faisons face. On va marquer une pause pour une nouvelle édition de Journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de New World Forum consacrée au Covid-19. Attention, danger.